Alors avec nous pour cette conclusion, deux invités de marque, Anne Thiebaud qui est avec nous évidemment de l'assurance maladie sur les risques professionnels et Stéphane Pimbert, directeur général de l'INRS. On avait vu votre Michel Malenfer qui était venu ce matin et Laurent Bailly qui est venu ce matin, donc vos collègues qui étaient là déjà. On va parler un petit peu, essayer de tirer les grandes leçons, les grands bilans de ce qu'on s'est dit depuis ce matin, et c'est un sujet cette année vraiment compliqué puisque on essaie de se plonger dans ce qui apparaît, c'est-à-dire ce monde du travail hybride, ce monde de l'entreprise hybride. En quoi, Anne Thiebaud, cette pandémie, cette émergence du travail hybride a impacté déjà l'activité de la branche assurance maladie, risque professionnel, et en quoi elle conduit aujourd'hui déjà peut-être à repenser, à reformuler, à réingénierer certains de vos modes d'intervention, de vos modes d'action? Cette conclusion à deux voix avec Stéphane Pimbert, directeur de l'INRS, est effectivement l'occasion de souligner aussi, justement, pour tirer la substantifique moelle et capitaliser sur cette crise sanitaire, même s'il est encore un petit peu tôt pour le faire à mon sens. Voilà, c'est bien le rôle de l'INRS, par exemple, que laboratoire scientifique de la branche, que d'aller réfléchir et nourrir pour la branche l'adaptation de son activité aux dernières évolutions du monde du travail, que ce soit télétravail ou, comme vous le disiez, émergence d'un travail hybride ou les évolutions, les mutations technologiques ou techniques du monde du travail. Donc je souscris complètement à l'idée qui a été d'ailleurs largement évoquée aujourd'hui tout au long des tables rondes d'une crise qui est accélératrice de changement. On l'a vécu évidemment aussi à la branche, au sein de la branche AT-MP de la sécurité sociale. On a clairement découvert et investi d'autres modes de relations avec les entreprises, y compris dans des relations bilatérales, y compris dans de l'accompagnement en prévention sur des lieux ou sur des situations de travail très précises, pas uniquement à l'occasion de webinaires, même si bien sûr le collectif en distanciel a été aussi largement exploré. On a évidemment, in fine, développé un certain nombre de téléservices de manière beaucoup plus rapide et sur un champ beaucoup plus vaste que ce qu'on aurait fait sans doute en l'absence de cette crise. Et on voit bien, notamment au travers le développement de subventions adaptées à la situation de crise sanitaire qu'on a vécue, qu'on a une audience qu'on n'avait pas avant la crise, notamment auprès des plus petites entreprises, qui sont les plus éloignées du risque professionnel de fait, et donc qui connaissent et qui identifient sans doute un peu moins les caisses régionales qui opèrent, qui sont les opérateurs de la branche sur le terrain. Les préventeurs de la branche ont aussi lancé un plan de reprise d'activité pour 13 secteurs économiques. C'était un investissement important et qui s'est fait de manière finalement assez agile compte tenu du contexte et grâce à cette crise. Et puis l'hybridation des modes de travail, nos préventeurs et les agents en tarification ou en réparation de la branche AT-MP l'ont aussi connu pour eux-mêmes et donc sont aussi en capacité d'en parler avec les entreprises parce qu'eux aussi connaissent l'intrusion et de la crise sanitaire dans leur environnement professionnel et du télétravail dans leur mode d'exercice. Stéphane Pimbert, il y a, on l'a vu là aussi, c'est revenu beaucoup depuis ce matin, une question sur l'évolution de la nature des risques et de la nature des situations d'exposition avec ces nouveaux environnements hybridés, ces postes de travail nomades, ces pratiques de travail digitalisées, cette approche beaucoup plus autonomisée du travail. Est-ce que, du point de vue de l'INRS, de son regard scientifique et de veille, vous voyez soit de nouveaux risques apparaître, soit une évolution des situations d'exposition? Alors, il y a évidemment des nouveaux risques qui apparaissent, et les tables rondes de ce matin et de début d'après-midi l'ont montré. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que on est aussi sur des risques classiques. On a, nous, essayé de réfléchir sur les risques liés au télétravail, l'évaluation des risques dans le télétravail, et on se retrouve là sur des risques qui sont relativement classiques, sur l'environnement de travail, sur les outils et les ressources, la dépendance aux outils technologiques, ça a été l'objet des discussions, sur l'autonomie et la charge de travail, ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, mais il faut se la poser différemment, la question, lorsqu'on est en télétravail, aussi bien le salarié que le management, la relation avec le manager, là aussi c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, donc c'est quelque chose de classique, mais il faut se reposer la question dans le télétravail et à distance et avec peu de points de contact, et puis un aspect de collectif de travail qui est important, qui là été moins vu auparavant, mais qui est crucial lorsqu'on est dans le télétravail et ce qu'on a vu apparaître.
Et puis d'une manière générale, et là c'est les discussions de ce matin et notamment de Marc Malenfer, sur l'évolution des organisations. Donc je dirais à la fois une évolution et un accélérateur pendant cette crise, et en même temps des risques qui sont encore des risques qui sont quasi classiques. On a par exemple à l'INRS, on fait une table ronde le 28 avril lors de la journée du Bureau international du travail, la journée mondiale santé-travail, qui est sur le télétravail et les RPS par exemple. Donc on est sur le télétravail, mais on est sur les RPS, qui est un sujet que l'on connaît et sur lesquels on essaie de faire une prévention depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai qu'il y a cet accélérateur télétravail qui a été à l'extrême, mais en même temps on a ces risques classiques, encore une fois, notamment l'autonomie, notamment la charge de travail, la relation avec le manager, les aspects collectifs de travail, qui sont des risques que je veux dire plus classiques. Et qui, de votre point de vue, même si les risques sont plus classiques, est-ce que, et ce qu'on voyait un peu ce matin avec Marc Malenfer, ça questionne le positionnement des acteurs de la prévention? Vous avez mené avec Futurible, on l'a dit ce matin, ce travail sur les évolutions justement des problématiques de santé et sécurité au travail. Il y avait la CRAMIF, il y avait l'ANAC, il y avait des SPAM qui étaient mélangés là-dedans et qui réfléchissaient à comment on se positionne dans ces environnements où on ne sait plus qui décide, on ne sait plus très bien où commence et où finit le travail, on ne sait plus vraiment qui fait quoi entre les travailleurs indépendants, etc. Est-ce que ça questionne la position de ces acteurs-là? Oui, bien sûr, c'est ce que je mets derrière l'évolution des organisations et la façon de manager derrière, qui est évidemment complètement différente, qui a été complètement différente lorsque le télétravail était à l'extrême, complètement, qu'il l'est un peu moins lorsque les salariés viennent 3 jours sur site et 2 jours en télétravail, mais c'est évidemment un questionnement sur ces organisations qui évoluent, ce management, la façon de manager qui évolue derrière, et puis la façon pour les salariés de gérer ces relations. Il va y avoir, là encore, en lien avec ce qu'on disait, il y a un terme qui est revenu ce matin et cet après-midi sur justement le rôle des acteurs de prévention notamment, mais aussi de gestion du risque professionnel, notamment les CARSAT, c'est le terme de doctrine. On a besoin de gens qui nous apportent la doctrine sur, parmi 12 exosquelettes, lequel on peut prendre, parmi tous ces outils informatiques, lequel on va prendre, etc. On a besoin de gens qui nous apportent des repères et qui viennent pas simplement nous reparler des mêmes risques professionnels qu'on connaît depuis des années, mais qui nous apportent de la lisibilité. Est-ce que ça va être un repositionnement aussi du discours des acteurs de prévention que vous avez sur le terrain un petit peu? Alors, je crois que justement la force de la branche AT-MP dans toutes ses composantes, c'est d'être en capacité de retirer le socle commun des grandes méthodes et des méthodes qui fonctionnent de prévention. Un certain nombre d'interlocuteurs et d'intervenants en ont parlé aujourd'hui. On commence par l'évaluation, on commence par le diagnostic, on commence par identifier les situations de travail exposantes, les postes de travail les plus à risque, et ensuite on déroule les actions correctives et leurs mesures. Et ce type de méthode-là, qui finalement est assez classique, se retrouve dès que vous faites de la prévention, mais y compris en santé publique. Et c'est là où il y a des passerelles aussi sans doute très intéressantes. C'est pour moi en tout cas bien une valeur et un enjeu pour la branche, pour une branche de la sécurité sociale, que d'être capable de sortir ce socle commun-là et ensuite de le décliner aux différents risques, qu'ils soient classiques, qu'ils soient plus émergents, parce que finalement ce sont ces méthodes-là qui sont garantes, qui sont robustes aussi dans la durée. On a notamment un programme TMS Pro, de lutte contre les TMS, qui a maintenant quelques années de déploiement auprès de plusieurs milliers d'entreprises. Donc on a un peu de recul pour arriver à l'évaluer, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et on voit que la sinistralité des entreprises qui adhèrent à ce programme baisse de manière très démontrée, très objectivée, ce qui reste évidemment toujours un exercice compliqué quand on veut mesurer l'efficacité d'une politique de prévention publique. Mais on voit bien qu'il y a des référentiels solides, robustes dans la durée, qui fonctionnent. Je pense que c'est vraiment notre rôle et le rôle de nos préventeurs de les porter au plus près des entreprises. Ce qui apparaît aussi, c'est que ce sont aussi bien sur l'automatisation avec les exosquelettes qu'on a vus qu'avec le télétravail, ce sont des logiques d'autonomisation très fortes des employés, des travailleurs, des opérateurs. Ils gèrent leur matériel de plus en plus, ils gèrent les risques. Donc on ne peut pas arriver avec une approche où on va
très trop descendante, on va tout leur dire. Il faut travailler beaucoup peut-être plus à les former en amont à ces nouveaux outils, à la gestion que eux-mêmes vont en faire et vont en avoir, la détection que eux-mêmes vont pouvoir avoir des problématiques et des risques. Est-ce que c'est une évolution du matériel de formation, du catalogue de formation qu'il va y avoir à faire pour les années à venir, de former plus et de former vraiment en amont à l'usage de ces outils, c'est l'ensemble de ces salariés concernés? Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect de prise en compte de l'intégration des outils dans le travail. Quand on est avec un exosquelette, par exemple, ça fait plusieurs années que l'INRS travaille sur les exosquelettes. C'est pas simplement, on donne pas simplement un exosquelette à un salarié qui doit s'en servir rapidement. Il faut l'intégrer dans la façon de travailler, dans les pratiques. Il y a des avantages et des inconvénients aux exosquelettes. Donc, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect d'intégration et de prise en compte des besoins et puis des réactions des salariés par rapport à ces nouveaux outils. Ça, on l'a fait, on a fait des expériences avec les exosquelettes, ça a été dit, je crois ce matin, notamment au CHU de Nancy, très très concrètement sur la réanimation, mais c'est aussi dans des entreprises de coupe de volailles ou autres. C'est comment est-ce que l'avis des salariés est pris en compte, et c'est pas un outil qui est lancé pour être opérationnel tout de suite. Il faut vraiment repenser parfois la façon de travailler. Donc ça, c'est un aspect par rapport à l'outil et l'intégration de cet outil dans l'organisation du travail et dans le travail. Après, sur les formations, oui, il y a une évolution avec la prise en compte et la séparation des formations pour la prise en compte par les salariés sur différents modules, et puis avec de nouveaux outils qui arrivent derrière. Et puis qui s'adaptent mieux à ces environnements de travail demain aussi. Oui, qui s'adaptent mieux. Et puis il y a maintenant, la crise sanitaire a boosté, en tous les cas pour l'INRS, mais pour tout le monde, je crois, les formations qui sont à distance. On a dû repenser complètement ces formations, parce qu'on fait pas une formation de 5 jours en visio du matin au soir. Donc reconcevoir, quand je dis repenser, c'est reconcevoir. Et chez nous, il y a eu un gros travail de reconception pour amener de la vivacité, pour amener du réactif, pour amener de la prise en compte des avis justement des stagiaires et des salariés. Donc il y a vraiment une évolution de ce côté-là aussi sur la formation, avec ces prises en compte d'avis et cette vivacité qui est indispensable et ces échanges. L'horizon qui s'ouvre, c'est celui de cette entreprise et de ce travail hybridé. Plus concrètement, pour l'assurance maladie, c'est celui d'une coche qui est en train de se mettre en concertation, puis qui va se mettre en fabrication, puis qui va sortir un petit peu à la fin de l'année. Donc on va pas dire ce qu'il y a dedans, puisque c'est pas encore fait par la force des choses. Mais il y a plusieurs grands axes qui ont été abordés, et j'aimerais savoir dans quelle mesure pour vous, ça va être des enjeux qui vont devoir être très présents. Il y en a un qui est revenu beaucoup aussi, c'est le fait que, c'est ce que disait Aude de l'étui en fin de matinée, cette crise a fait sauter au visage aussi un certain nombre d'inégalités. Inégalités entre ceux qui télétravaillent et ceux qui télétravaillent pas. Inégalités entre les femmes et les hommes face au télétravail. Inégalités entre les travailleurs indépendants, les travailleurs plateformisés, qui étaient déjà un peu cornérisés avant et qui le sont aujourd'hui, qui l'ont été extrêmement pendant la pandémie. Il y a vraiment une problématique où ceux qui n'ont pas la couverture, ou bien où ceux qui n'ont pas la marge de manœuvre par rapport à l'organisation du travail et qui du coup la subissent, l'ont subi encore plus ou ont été encore plus éloignés de la couverture de protection qu'ils pourraient avoir. Est-ce que c'est quelque chose qui, sachant que ce genre d'environnement de travail vont se perdurer un peu, vont se prolonger, qui rend encore plus important le fait d'aller au-devant de ces publics-là. Évidemment, on va au-devant de ces publics-là, mais là, ça a vraiment explosé. Vous avez raison sur l'aspect miroir grossissant de la crise et qui rend aigu et insupportable des inégalités qui quand même préexistaient largement et qu'on avait en tout cas pour partie déjà identifiées. On est aussi dans cet accélérateur-là du fait de la crise. Donc bien sûr je partage la nécessité d'arriver à aboutir sur une protection sociale adéquate à toutes les formes de travail quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, dans la branche AT-MP, qui a un financement exclusif sur les cotisations des employeurs, par définition, cette branche est exclusive. La protection AT-MP exclut les travailleurs indépendants, tels les travailleurs des plateformes que vous citez, qui ne cotisent pas aux AT-MP. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour toujours, et je pense qu'effectivement, il y a des réflexions en ce moment, alors dans d'autres périmètres que celui de la branche, mais qui concernent évidemment l'évolution par le haut de cette protection sociale
d'une forme de travail qui n'est pas le salariat, qui n'est pas le travailleur indépendant. On voit bien qu'on a là aussi, comme l'exercice professionnel, des statuts juridiques hybrides qui émergent et qu'il va falloir prendre en compte. Je pense qu'on est pour le coup sur un pays qui sait prendre en compte cette adaptation sociale-là et ça va probablement être le cas au fur et à mesure avec un peu d'adaptation. Mais encore une fois, c'est hors périmètre immédiat de la branche et donc pas forcément en préoccupation majeure de la fabrication de la coge que vous évoquiez à l'instant. Il est évidemment un peu trop tôt pour pouvoir exposer son contenu. Elle sera opérationnelle à partir de janvier 2023. Il est quand même bien évident que ce qu'a pu démontrer comme agilité les acteurs de la branche et les compétences qui sont à l'œuvre dans la branche en prévention, en tarification, en réparation, en relation de service vis-à-vis des entreprises qui ont été secouées, chamboulées, mais dont il est sorti aussi des choses assez inédites sur cette période, vont faire l'objet d'une capitalisation dans les années qui viennent. On a vu l'intérêt pour la branche d'avoir un peu plus de notoriété pour aller capter les plus petites des entreprises, le disait à l'instant, par exemple par des produits d'appel financiers que sont nos subventions pour les TPE. On a vu que notre capacité à déployer une communication nationale, y compris sur des réseaux sociaux qu'on a investi relativement récemment à l'occasion de la crise justement, fonctionnait bien. Donc tous ces sujets-là sont des sujets à l'évidence qu'on reprendra et qui seront, à mon sens, plutôt sur de nouveaux moyens ou de nouvelles façons de faire, plus qu'un changement de fond en soi, parce que, comme le disait aussi Stéphane Pimbert, on a quand même des risques traditionnels, pas tous télétravaillables, dans la construction, dans l'aide et soins à la personne, qui subsistent et qui sont aujourd'hui la valeur du risque importante pour la branche AT-MP. Est-ce que néanmoins, et ça rejoint le troisième point de la stratégie européenne 21-27 qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un risque environnemental qu'il va falloir prendre en compte. C'est pas simplement les risques du travail, les risques du monde du travail, mais c'est les risques qui vont impacter le monde du travail venant de l'extérieur. C'est exactement ce qu'a été la Covid. Et c'est ce que dit en disant il faut anticiper les prochaines crises. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement pour une assurance maladie, pour des acteurs de prévention, comme évolution un peu des périmètres des champs d'action dans les années à venir? Vous avez absolument raison sur le fait que c'est une leçon un peu générique et que tous les acteurs de la santé en général ou des services publics en particulier doivent retenir. Moi, il me semble que la leçon à en tirer et si on veut introduire effectivement cette meilleure adhésion aux mutations et aux évolutions quand elles viennent de l'environnement ou de l'écosystème dans lequel se place la branche, il faut être à l'écoute, il faut être en capacité de détecter des signaux faibles aussi. Et il me semble que quand on parle prévention ou réparation des accidents de travail et maladies professionnelles, on est évidemment à cheval entre deux mondes, le monde du travail et le monde de la santé. Donc charge à nous, et je pense que c'est vraiment notre responsabilité, de développer une coopération beaucoup plus étroite avec les acteurs du travail et les acteurs de la santé. Et vous évoquiez sur une précédente intervention la loi santé au travail de 2021, mais on a aussi là un champ qui finalement est encore un peu devant nous, de meilleure articulation entre santé au travail et santé publique, qu'on est très bien placé pour porter au sein de la branche AT-MP, puisqu'on est évidemment adossé à l'assurance maladie, qu'on partage la même caisse nationale, le même directeur général. Donc charge à nous à aller aussi peut-être mieux investir tout ce qui est par exemple détection de l'origine professionnelle des maladies ou des accidents qui s'identifient dans une relation de médecin traitant et de patient. Et là on a, je pense, des axes d'amélioration à aller chercher. Dernier petit point, Stéphane Pimbert, ces environnements qui vont venir, ils vont être truffés d'applis, de logiciels, de robots, de drones qui vont arriver et qui vont faciliter le travail. Alors il y a l'idée de venir après gérer les problématiques d'utilisation bonne ou mauvaise que l'on va avoir de ces outils-là. Puis il y a aussi l'idée qui a été évoquée ce matin, d'ailleurs par Marc Malenfer, de dire on peut peut-être agir en amont, et c'est-à-dire aller voir ces constructeurs et essayer d'intégrer auprès d'eux des enjeux, des problématiques de santé et sécurité au travail dans leur modèle économique qui sont pas forcément toujours conçus pour cela d'ailleurs. Est-ce que ce dialogue aujourd'hui existe? Est-ce qu'il est renforcé par la pandémie? Comment est-ce que vous pouvez le construire de manière plus proactif et plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui? Plusieurs éléments de réponse. D'abord, le dialogue, il existe depuis plusieurs années
sur des engins qui sont utilisés comme les chariots élévateurs, comme il existe les exosquelettes, c'est un exemple aussi avec les constructeurs, avec les allers-retours avec les constructeurs et nos équipes. Donc ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais la nouveauté, c'est qu'on a quand même, et je prends un exemple sur ce qu'on appelle la collaboration homme-robot dans des usines aéronautiques, automobiles ou autres, c'est le fait qu'il y a des salariés, il faut faire la prévention auprès des salariés, mais il faut aussi faire de la prévention auprès des intégrateurs des robots, par exemple, dans l'usine. Et avant qu'ils n'aient intégré le robot dans l'usine pour leur expliquer quels étaient les risques qu'auront peut-être à subir les salariés. Donc on a un travail, alors qui s'appelle par exemple l'usine du futur à l'INRS, qui est comment justement penser cette usine du futur pour les salariés, mais aussi avec les différentes parties prenantes. Et sur cet exemple de la collaboration homme-robot, c'est par exemple avec les fabricants des robots et les intégrateurs des robots, qui sont deux structures différentes, deux acteurs différents, les intégrateurs des robots dans les usines que l'on travaille, et ensuite avec les salariés ou à côté avec les salariés. Donc c'est quelque chose qu'on prend en compte, et notamment sur ces aspects d'automatisation. On a en plus des travaux, par exemple des travaux sur l'usine du futur, mais aussi sur l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui se développe aussi très très largement, sur lequel on n'est pas directement avec les salariés, on est plutôt avec ceux qui le développent actuellement, mais au bénéfice des salariés à terme. Et dans le monde de l'entreprise, des bureaux, comment est-ce que vous pouvez dupliquer ce que vous faites avec les intégrateurs et des robots dans les usines, dans les bureaux, où on va aussi avoir de plus en plus de logiciels, d'applications qui vont mettre des surcharges de travail mental, des rythmes qui vont être très forts, des risques de contrôle, de perte de données qui vont échapper aussi à la vie privée de la personne, etc. Et de mettre là aussi des barrières, soit sur ce que sont les outils, soit sur la manière dont on les emploie. On est quand même là sur les limites des possibilités d'intervention vis-à-vis de constructeurs ou de développeurs, surtout quand ils sont à l'étranger quand même. On l'a vécu pour les machines quand elles venaient de Chine ou autres. C'était assez compliqué. En normalisation, il y a eu des efforts importants qui ont été faits, qui allaient dans ce sens-là, notamment pour les machines, pour les produits. Quand on est sur des applications, c'est un peu plus compliqué quand elles sont vraiment à l'étranger. Par contre là, c'est là où l'employeur, qui est responsable, peut aussi agir, et à travers le management sur cette prévention. Et puis justement, je disais tout à l'heure qu'un des risques qui est presque classique, c'est celui justement des outils qui sont utilisés par les salariés, notamment en télétravail. Parce que il faut aussi être vigilant et faire la prévention sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphane Pimbert. Merci Anne Thiebaud d'avoir conclu et de nous avoir ouvert quelques perspectives et apporté quelques éclairages à l'issue de cette journée de débat, de cette plongée dans ce monde de l'entreprise hybride, du travail hybride d'aujourd'hui et de demain. Merci à vous de nous avoir suivis. L'ensemble de ces débats seront évidemment accessibles en replay, et je vous souhaite une bonne fin de journée.